Bonsoir, bienvenue sur le Métatour. Donc, comme on vous l'avait promis, on est avec Pierre Dortiguier, on est toujours à Toulouse. Bonsoir Pierre. Merci bien. Voilà, donc on a décidé justement de faire cette entrevue pour parler du récentisme. Ça, c'est une notion que vous êtes un des seuls à avoir abordé en France. Hein. Il y a très peu de gens qui en ont parlé. Oui. Et alors, qu'est-ce que le récentisme? Définissons déjà pour que les gens comprennent bien qu'est-ce que le récentisme, parce que c'est un mot barbare comme ça qu'on entend. Oui. Moi, ce que j'en sais, je vous dis juste pour situer un peu, c'est un peu comme si on me disait que finalement, en gros, le Moyen-Âge n'a pas vraiment existé, qu'on nous avait menti sur une période de l'histoire du Moyen-Âge, et qu'au finalement, on serait dans un monde plus récent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce terme de récent, qui est le support de ce vocable de récentisme, a été employé dans le sens justement de ce mouvement historique, en premier par Voltaire. Dans ce qu'on appelle les lettres philosophiques, lettres anglaises, il était jeune homme, il avait à peu près 25-26 ans, il a analysé des écrits du physicien Newton, que chacun connaît, qui par des calculs astronomiques, avait raccourci le temps de la chronologie, c'est-à-dire la succession des temps et des dynasties en Égypte. Et il avait ainsi réduit par ces mêmes calculs, le temps de l'histoire ancienne grecque, les temps homériques en particulier, les temps fabuleux, de à peu près 500 ans. Et ce mouvement s'est poursuivi, bien sûr, après Newton, et Voltaire a écrit cette phrase dans la lettre qu'il consacre à ce physicien, qui s'est occupé non seulement de physique, mais également de théologie, d'histoire, que les événements sont plus récents qu'on ne dit. Voilà ce terme de récent qui est sorti de la plume de Voltaire, qui a été repris dans cette désignation très générale d'une tendance historique. Le récentisme n'est pas une école, comme par exemple, je sais pas moi, la psychanalyse, le marxisme, le structuralisme, a des règles bien précises, vous voyez. C'est une direction de pensée. Qui n'est pas, c'était le sens de mon intervention, qui était accidentel. C'est un de nos amis, donc M. Salim Laïbi, qui est médecin dentiste à Marseille, qui est un autodidacte, mais justement, qui, comme beaucoup d'autodidactes, est bien supérieur aux autres, en particulier, qui a su dépasser l'enseignement universitaire qu'il a reçu, dans le bon sens, qui m'avait demandé de m'exprimer. Et j'avais en effet parlé, chacun s'y se réfère à cette sorte de longue improvisation, de ceux que l'on appelle les pères du récentisme en France d'abord. Je le redis pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, qui a été suivie après de 2 heures, à peu près 3 heures de conversation, mais qui ne sont pas passées donc avec l'auditoire, marseillais. En France, nous avons eu bien sûr un homme que Voltaire disait être le créateur d'un système, mais qui était hyper critique. Il n'a pas employé le terme, mais c'est ce qu'on dit de ces gens-là. C'était le père Hardouin, Jean Hardouin, dont les Américains ont réimprimé à bon prix les œuvres latines, et aussi des Allemands ont réimprimé, en Angleterre d'ailleurs, des œuvres latines de ce père jésuite, qui a été pendant toute sa vie bibliothécaire au collège de Clermont, c'était à l'actuel lycée Louis-le-Grand à Paris, et a été connu, a été célébré, a même eu une pension de Louis XIV pour l'histoire des conciles de l'Église. Vous savez, les conciles sont des assemblées ecclésiastiques qui traditionnellement donc sont venues, d'abord créées par des apôtres, les successeurs des apôtres, etc., que l'on fait remonter donc au 1er siècle après Jésus-Christ, au siècle qui ont suivi la naissance prétendue de Jésus-Christ, en l'an 0. Et quand le père Jean Hardouin, qui était un homme de Quimper, le fils d'un libraire, d'ailleurs très, très érudit, quand j'ai consulté, on peut le voir sur Internet, le manuscrit de son histoire des conciles, on l'appelle Summa Conciliorum, la somme des conciles, il mettait à chacun des conciles, j'ai lu ça, roman, concile de 314 à Rome, roman, concile, roman. J'ai vu ainsi les premiers conciles, qui étaient, selon lui, il les avait édités, et dans les notes, il met en cause, si j'ai pu dire, la réalité de ces conciles. Et il disait
il répétait toujours que le seul concile dont on était sûr, c'était le concile de Trente. Vous savez, le concile tenu dans le Trentin, Trentino, qui est une région germano-italienne, qui à l'époque était vraiment sous l'autorité impériale de l'empereur d'Allemagne, c'est-à-dire qui résidait à Vienne. Et là, l'Église catholique, pendant une dizaine d'années, a défini les dogmes, la manière de dire la messe, c'est-à-dire on dit qu'elle a unifié les rites, voyez-vous, et elle a, à l'imitation du reste des protestants, établi un catéchisme. Le catéchisme que vous apprenez en classe, catéchisme catholique. C'est pas le concile de Nicée. Non, c'est pas le concile. Les catéchismes en question, ils donnent ceci, les protestants qui sont parmi les auditeurs, comment déjà de sourire. Le catéchisme est une invention protestante, une invention du moine Martin Luther. Martin Luther a voulu que les vérités de l'Église, les vérités théologiques, soient clairement définies au peuple. Et les catholiques ont repris en particulier, nous avons parlé aujourd'hui du ministre Colbert. Mais Colbert, je crois, avait un frère qui était archevêque, qui était évêque ou archevêque de Montpellier, qui a fait un très beau catéchisme, du reste, pour la conversion des protestants. Et il y a eu un catéchisme catholique, et tout ceci vient justement de vérités définies au Concile de Trente. Alors, les pères jésuites ont dit souvent dans la polémique, les pères jésuites, évidemment, n'étaient pas d'accord, mais n'ont pas condamné leur émule, et il s'est trouvé que le destin a voulu, ou la providence bien sûr, que le père en question, le père jésuite, le père Jean Hardouin, atteigne un âge canonique, très important, et il n'a jamais désavoué, au contraire, il a dit, il a persisté en son opinion, et il a, dans des livres, j'ai lu une partie de son œuvre dans le manuscrit, dans les textes original, à l'université de Poitiers. Là, il a des écrits sur Descartes, des écrits de philosophie, de théologie. Il a par exemple dit que certaines œuvres qu'on attribuait, par exemple à Horace, le poète latin, n'étaient pas d'Horace. Il y avait même des fautes de latin, voyez-vous, dans tel et tel auteur. Il a mis en cause certains auteurs en disant qu'ils étaient des auteurs. Ça, c'est là que nous rentrons maintenant un peu dans le cœur du récentisme, que ceux qu'on disait être des auteurs de l'Antiquité étaient des auteurs de la Renaissance. Ça, c'est très important, voyez. C'est-à-dire lui donner des noms, et comment dirais-je, après lui, il disait par exemple que il ne donnait comme véritable auteur de l'Antiquité que Cicéron, je crois, il donnait quelques odes d'Horace, il donnait, je crois, des œuvres de Pline l'Ancien, il prétendait que certaines œuvres, les œuvres d'Homère en grec étaient pour lui des œuvres authentiques, mais il disait que beaucoup d'œuvres de tragiques, beaucoup d'œuvres de philosophes étaient en réalité des œuvres contemporaines, c'est-à-dire, quand j'entends par contemporain, non pas du XVIIe siècle, mais des œuvres qui dataient du XIIIe, XIVe siècle. Personnellement, je ne connaissais pas Hardouin avant de lire le texte même d'Hardouin. Je vous dis, les Américains ont réédité, vous pouvez trouver sur Internet ces œuvres-là. Il y a qu'on appelle des prolégomena. Et comme cet homme faisait de la numismatique, était très versé dans l'étude des monnaies, c'est lui qui a indiqué que beaucoup de monnaies qui semblent représenter l'Antiquité sont des monnaies qui ont été forgées après coup, voyez-vous, pour pouvoir donner une réalité, une vérité à ce qui est antérieur, voyez. Ça, c'est lui qui a dit d'ailleurs que beaucoup de choses que l'on disait être beaucoup de pièces étaient des faux. Alors, bien sûr, il ne se définissait pas comme récentiste, mais c'est lui qui, disons, a été, on dit en allemand, un Bahnbrecher, c'est-à-dire un pionnier. Il a ouvert la voie, voyez-vous, à ce scepticisme. C'est un scepticisme savant, si vous voulez. Mais comment on a pu cacher 300 ans d'histoire? Alors, parce que, quelque part, moi, je me fais toujours l'avocat du diable. Par exemple, on peut définir précisément que les Romains ont bien existé à une certaine période. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire que... On n'est pas d'accord. Non, c'est-à-dire que là encore, faut-il préciser, c'est-à-dire que pour des auteurs, pour des chercheurs comme lui, il n'avait aucun doute qu'il y avait eu, bien sûr, un empire romain, qu'il y avait eu un empire grec, mais il disait que la plupart des thèses ou des philosophies que l'on attribuait à des philosophes grecs, ou à des pères grecs, par exemple, il mettait comme chrétien, je dis bien en tant qu'auteur de la Somme des Conciles, donc d'une œuvre quand même remarquable, qui a valu une pension royale, et qui est l'œuvre la plus appréciable, la plus importante écrite sur l'histoire des conciles.
il prétendait que la plupart des œuvres qui étaient attribuées, j'entends comme chrétiens, comme catholiques, aux pères de l'Église, qu'on appelle, vous avez les pères de l'Église grecque et les pères de l'Église grecque. Il mettait, parmi les pères de l'Église latine, tous les auditeurs, tous les spectateurs le savent, vous avez par exemple un homme qui est très connu, Saint Augustin. Saint Augustin, oui. Il disait que Saint Augustin était, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le père Ardouin. Saint Augustin était un homme c'était un faux titre, hein, qui avait été attribué à des écrits du XIIIe, XIVe siècle pour pouvoir créer des hérésies. Vous savez qu'à partir, vous avez c'est moins connu aujourd'hui puisque, disons, la foi est toujours présente, mais la science de la foi, la théologie, est moins apprise dans les écoles ou même chez nous en philosophie. Bon. Alors on apprenait par exemple que vous aviez une certaine thèse sur la détermination de l'homme, qui était dans Saint Augustin, sur le péché, etc., que l'homme avait moins de liberté, par exemple, vous voyez, que ne disaient d'autres auteurs. Et il disait que ces thèses-là étaient des thèses hérétiques qui avaient été coiffées d'une antiquité, voyez-vous, pour pouvoir justifier justement les attaques contre l'Église. Alors, ceci allait très loin parce que, disons, à part Saint-Augustin, il disait que la plupart des hérésies, ou c'est connu d'ailleurs, prennent toujours dans l'Église catholique, bien sûr, des sources. Et ces sources, selon lui, parce que c'était, écoutez bien ceci, des sources écrites en dehors des évangiles, étaient des sources falsifiables et falsifiées. Il disait, et ceci est d'ailleurs très conforme à la doctrine première de l'Église, vous savez que même quelqu'un qui a une connaissance très superficielle, c'est que celui qui est le fondateur quand même du christianisme, enfin, nous ne discutons pas de l'existence de non-existence, il faut quand même admettre une hypothèse, bon, Jésus-Christ a parlé, bon, il n'a pas écrit. Bon, le prophète de l'islam, par exemple, Mahomet, a émis, disons, transmis un message qui a été par la suite écrit. Voyez-vous, ce ne sont pas, je veux dire, ces livres saints ne sont pas des œuvres d'auteur. Bon. De même pour le décalogue de Moïse et autres, voyez-vous, la Torah, par exemple. Alors, il disait que c'était la transmission orale qui était la nourriture de la foi. Tandis que, et ceci est d'ailleurs quelque chose de très profond en philosophie, Platon dit la même chose, que dans la parole, quand nous parlons, vous pouvez me répondre en prenant un aspect de ce que je dis, en me disant, voilà, est-ce que vous pourriez recadrer ceci, remettre ceci en place, est-ce qu'on peut rajouter ou enlever ceci, vous voyez, de même moi-même. Donc la parole a une certaine fluidité qui permet que l'on travaille la pensée à travers elle. Tandis que dans l'écrit, on peut, disons, mettre deux sens différents, ou deux interprétations possibles, voyez-vous, dans la même phrase. C'est pour ça que Platon disait dans le dialogue du Phèdre, par exemple, que l'écrit est supérieur, la parole est supérieure à l'écrit. D'ailleurs, on dit qu'il y a des écrits sacrés. Mais les écrits sacrés, justement, ils sont prêchés, c'est-à-dire ils sont commentés par la parole. On ne fait pas des... Et beaucoup d'hérétiques, ou des hérésies à chaque siècle, prenaient, disons, quelques textes des pères, par exemple, pour dire que, vous savez, bon, l'homme est-il libre, l'homme n'est pas libre, l'homme est-il condamnable, ou l'homme peut-il se sauver par lui-même. Bon, ce sont des thèmes souvent familiers aux chrétiens. Tout ceci était tiré des pères de l'Église. Voyez. Alors, le père Ardouin prétendait que ces écrits-là, je dis bien c'est lui qui parle, mais pas moi, étaient des écrits du XIIIe, XIVe siècle, XIIe, XIIIe, XIVe siècle, qui avaient été, et là nous avançons dans le récentisme, avaient été l'œuvre de couvents des bénédictins en particulier, et bien sûr, là nous arriverons au récentisme russe, bien sûr, et aux hypothèses allemandes, qui font justement de ces couvents, non pas des créations du christianisme, voyez-vous, mais des œuvres, des institutions qui auraient été, c'est eux qui parlent, ce n'est pas moi, mais je transmets ici, qui auraient été même antérieures aux formes modernes du christianisme, voyez-vous, c'est-à-dire qui auraient été des conservatoires, si je puis dire, d'anciennes religions. Mais justement, par exemple, immédiatement, je me dis, cette période-là, si elle n'a pas existé donc en Europe occidentale, elle n'a pas existé non plus ailleurs. Donc on devrait retrouver une désynchronisation d'histoire avec ce qui se passe. Votre terme est parfait. Il y a une sorte de désynchronisation de l'histoire, si je puis dire, vous voyez. Et ceci, bien sûr, mais ça n'a pas été le cas à l'époque
des premiers efforts du récentisme, qui ne reconnaissait pas comme tel. Ça, il faut attendre, là, non pas le 20e, non pas le début, mais disons la deuxième moitié du XXe siècle. Là, il s'agit d'un effort qui a été tenté en Russie, oui, dans les années 70, par un mathématicien russe, dont vous connaissez le nom, bien sûr, puisque si vous connaissez, c'est Anatoly Fomenko et sa femme Tatiana, et toute une équipe. Hein. Vous avez Glenn Ossowski, enfin, vous avez toute une très grande équipe. Ces gens-là ont non seulement écrit, mais ont parcouru le monde entier. Ils ont parcouru, disons, en particulier notre propre région, Toulouse, et je me permettrai, comme Toulousain, de donner un exemple de récentisme dans l'histoire toulousaine, vous voyez, en particulier dans l'histoire de Simon de Montfort, que raconte Fomenko. Il a étudié en Égypte, il est allé en Orient, il est allé en Asie, bref. Et là, il faudrait évidemment que j'expose, bien sûr, c'est eux qui véritablement font ce qu'on appelle, sont l'assise du récentisme actuel. Alors, si vous regardez sur Internet, il s'explique même. Ce Fomenko était mathématicien, donc, et bien sûr, beaucoup disent, surtout en France, un mathématicien ne connaît rien en histoire. Bon, parce que nous voyons l'histoire un peu de manière idéologique. Par exemple, si vous dites, ce qui est mon opinion, et ça c'est une opinion vraiment parce que j'ai connu des gens qui ont parlé que Jeanne d'Arc, on peut douter de son existence, ou on peut douter du fait qu'elle ait été condamnée à Rouen, évidemment vous aurez depuis notre cher Le Pen jusqu'à je ne sais quoi, peut-être pas à l'extrême gauche, mais disons, nous aurons des frissons. Bon. Si je dis que la mort de l'existence de Saint-Louis est douteuse, bon, j'aurai certainement aussi des problèmes. Parce que comment c'est possible qu'on puisse douter de la mort Eh bien, parce qu'il y a, je répondrai directement, comme nous sommes un peu, il y a ce qu'on appelle, ce que les Allemands ont appelé, avant la guerre, c'est-à-dire avec Kammeyer, un homme qui est mort de faim, d'ailleurs, qui est mort durant l'occupation russe, qui était un instituteur, mais qui a été un autodidacte très important. Il y a ce qu'on appelle une falsification de l'histoire, au sens où la meilleure manière d'effacer un passé, c'est de le remplir. Alors, les Allemands, eux, avaient un point de vue qu'on dirait national. Vous savez que la réforme, ce qu'on appelle la réforme, chacun connaît Martin Luther, la réforme protestante, allemande. Le terme de protestant, vous savez, n'est pas très important. Mais disons, c'est le mouvement politique, culturel avec Luther, qui a été quand même, qui a été aussi, surtout pas un mouvement seulement théologique, un mouvement de protestation, alors là, contre, disons, le sort, la condition inférieure dans laquelle le monde italien, le monde latin, le monde de l'Église catholique tenait l'Allemagne. Voilà, si tu voulais, une sorte de réaction culturelle. Bien. C'est vrai. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la plupart des grands auteurs, tous les grands philosophes allemands, je crois qu'il y a peut-être une exception pour Heidegger, mais Heidegger avait une femme protestante, sont de confession protestante. Soit Kant, soit Hegel, Schelling, etc. Schopenhauer et autres. Alors, les Allemands, donc, ont employé cette action, c'est Kammeyer qui l'a donné, des grosses actions, la grande action. C'est-à-dire, la grande action, pour eux, c'était recouvrir, effacer le travail allemand des siècles antérieurs, voyez-vous, en inventant une fausse antiquité. Et ça, il ne s'attaquait pas directement à l'antiquité, mais il s'attaquait à l'humanisme. Car, contrairement à l'image répandue, la réforme religieuse allemande a eu comme premier adversaire l'humanisme italien. Ou les représentants de l'humanisme italien, comme Erasme, etc. C'est très important. Parce que dans la polémique actuelle, vous savez, ceux qui sont révolutionnaires ou contre-révolutionnaires disent « Oui, Luther, c'est l'émancipation, l'humanisme, c'est un peu la liberté retrouvée, la liberté des sens, la liberté de l'esprit, la liberté de penser. » Contre l'obscurantisme du Moyen-Âge. Bon. Alors, déjà, même le terme de Moyen-Âge, c'est la réponse à votre première question, implique qu'il y a deux âges, puisque c'est le milieu. Il y a les âges médiévaux, il y a Midi, il y a Moyen. Ouais, bah ça, entre l'Antiquité et la Renaissance, c'est ça? Non, entre l'Antiquité, oui, et la Renaissance. Ah, pour ça, alors, la Renaissance étant un retour à l'Antiquité, donc on peut estimer, comme la Renaissance est brillante, que le Moyen-Âge, quelles que soient ses vertus, était quand même plutôt, comme on dirait, je ne sais pas, un peu en gris, voyez-vous. Il y avait un peu de couleur quelquefois, mais disons qu'on a retrouvé les fameuses couleurs de l'Antiquité. Alors on parle de la Grèce riante, etc., tout cela. Oui, mais c'est là que, évidemment, les écrits de Fomenko et les écrits des Allemands interviennent. Bon, il y a un paradoxe, je vous dis ceci, puisque les auditeurs veulent quand même connaître quelques paradoxes. Ce qu'avait dit Kammeyer, c'est que l'existence de Rome
la ville à 7 collines, vous savez, Oui, bien 7 sûr, collines, comme Paris, et qui imitait d'ailleurs, imitait pour lui la ville de Constantinople, qui a également 7 collines. Souvent, cette colline, c'est le site, c'est l'indication d'un site sacré. Un chiffre sacré, le 7. Oui, bien Donc, sûr, bien sûr. le lieu du même répond à ce besoin de l'homme, peut-être même à des connaissances perdues, peut-on dire, ou perdues, ou enfin, vous savez, même Saint Paul, je n'ose pas dire, il y a des choses que je n'oserais pas dire devant tout le monde, bien que je parle devant tout le monde. Enfin, je doute de l'existence de Saint Paul. Bon, enfin, je suis comme Johnson, je l'ai dit dans un livre à paraître, justement. Et le concile de Nicée, c'est Constantin, tout ça. Pour moi, ça c'est pour moi. C'est pour moi. Si vous me demandez mon opinion. Ah bah c'est la vôtre, oui. C'est mon opinion. Non, mais le concile de Nicée, ne croyez pas qu'on vous reprochera de ne pas y croire dans l'au-delà. On ne vous posera jamais la question. Mais pourtant, il y a bien eu à un moment un basculement dans l'Église catholique. Oui, mais et la création du Vatican, ça date bien d'une date. Cela, justement, implique que le Vatican et que le christianisme, c'est-à-dire la connaissance des évangiles, puisque le christianisme, c'est essentiellement la connaissance des évangiles. On dit l'évangile selon un tel, c'est un écho. C'est-à-dire que le christianisme est un écho de la parole de Jésus-Christ. Pour ces récentistes allemands d'entre-les-deux-guerres, pour Cameyer, la ville de Rome, tenez-vous bien Patrick, la ville de Rome était fondée vers 1380-90. Avant il y avait quelque chose, mais c'est un village. Bon. Alors vous allez me dire, mais quand même, écoutez, vous avez appris, moi j'ai mon certificat de latin de la Sorbonne. Les Romains. Qu'est-ce qu'ils viennent faire les Romains? Qu'est-ce qui fait que, évidemment, je dis ceci avec un grand regret, parce que je vois encore mon professeur, c'était Perret à la Sorbonne, qui était vraiment, mon dossier de poste, il lui avait dit ça, il serait tombé d'une crise cardiaque. Bon, bien sûr, alors je vais répondre à votre question, d'abord, comme font les médecins, par de petites doses. Je ne vais pas répondre avec la grosse dose, la petite dose. La petite dose a été donnée par un Français, un compatriote d'ici, un Bordelais. Vous pouvez faire sur Internet, vous avez son texte sur Internet. C'est un professeur de lettres classiques, un agrégé de lettres, dans les années 80, 1880. 1880. Oui, 1880, donc c'est très, très ancien. Il a écrit, il s'appelait Auchard. J'avais un camarade, un très bon camarade aussi, qui était un homonyme, à la revue Telle Quelle, dans les années 62-63. C'était avec Solar, enfin, celui qui se fait appeler Solers. Et un Bordelais. Et nous avons avec Auchard, enfin, c'est un homonyme, donc Auchard était, le fameux Auchard en question, je crois que c'est Polydore Auchard. Oui. Polydore, ça signifie qu'il y a plusieurs dons en grec. Polydore Auchard, qui était aussi d'une famille d'armateurs, je crois, a écrit un ouvrage qui est sur Internet, sur Tacite, en français, bien sûr, et dans lequel il démontre, et ça la démonstration est très facile à faire, que le grand historien romain impérial, qui était un serviteur des Trajans, des empereurs Trajans, n'était autre que Il Poggio Bracciolini, donc, c'est-à-dire au XVIe siècle, non plutôt XVe siècle. Bon, Il Poggio Bracciolini, bon, qui aurait découvert soi-disant le manuscrit dans le monastère de Saint-Gall, bon, et il est facile, en effet, avec la démonstration de Auchard, de voir que ce fameux ministre de Trajan ne connaît même pas les ports romains, il ne sait pas les situer, voyez-vous. Et il a démontré que quand il parle, par exemple, des assassins de César, Brutus et Cassius, il parle en fait de la mort de Jean Hus ou de Jérôme de Prague, à laquelle Il Poggio Bracciolini avait assisté. Le Bracciolini a été le directeur de la République de Florence et secrétaire du pape. Alors, je pense que la démonstration de Auchard sur Tacite est convenable. À la même époque, vous avez vu en Angleterre un nommé Ross. J'ai retenu le nom de Ross parce qu'il y a un grand helléniste qui est un spécialiste d'Aristote, qui a fait une logique écrit une logique d'Aristote, Sir Ross. Lui, c'était Ross, R-O-2-S, a écrit également sur ce qu'on appelle en anglais forgery, c'est-à-dire une forgerie, en disant que c'était une imposture, si plus une création, une pièce, création humaniste, que celle de Tacite. Et bien sûr, vous avez un autre homme, je crois que c'est Léo Wiener, dans les années 20, qui a écrit aussi une démonstration. Je crois que j'ai lu la démonstration, je connais même Tacite, je crois que j'ai passé mon certificat de latin à la Sorbonne, c'était une version de Tacite. Je crois que la démonstration, je convie tous ceux qui nous regardent, nous écoutent, à regarder ce texte sur Internet, c'est H-O-C-H-A-R-T, Auchard, Polydore Auchard, Tacite. Il a lui-même écrit, par exemple, il a démontré que la lettre de Pline sur les massacres des chrétiens à Trajan est une fausse lettre.
Mais alors, l'Empire romain, il n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'il a existé un empire. Alors là-dessus. Ouais, mais en 1380, c'est pas possible. Mais un empire, disons que l'on ne croit pas avoir la chronologie en question. C'est-à-dire que pour Rochard, pour ces gens-là, ces premiers récentistes, qui ne se reconnaissaient pas comme tels, mais qui ont été les premiers pas, c'est quand même très important, c'est de faire tomber quand même un auteur classique aussi célèbre. C'est comme vous enlevez une pierre d'une maison, le reste peut suivre. Bah oui. C'est ça que je veux dire. Il faut l'aborder de cette façon. Ce sont les Russes qui ont fait tomber cela, mais ça par un travail de titan, qui est un travail de 30-40 ans, qui a été publié en Angleterre, c'est le travail de Fomenko, que vous trouvez, il y a, je crois, 7 tomes, ce sont 4 ou 5 qui ont paru. Ça va très loin, parce que surtout quand vous avez parlé, Patrick, de la synchronisation, évidemment, ils font tomber, par exemple, certains que l'Empire arabe, par exemple, que l'on nous dit être l'Empire des Abbassides. Oui, bah, alors là, il tombe, évidemment, il tombe complètement. C'est-à-dire que l'Empire arabe est plus récent. Bon, alors vous allez me dire récent jusqu'à quelle époque? Ouais. Et tout est récent, c'est-à-dire que l'islam, la naissance de l'islam est elle-même récente, voyez-vous, le christianisme est récent. Dans la thèse, je l'expose ici, c'est pour quand même, avant de juger, au moins entendre ce qui est dit. La thèse en question des Russes, et que Fomenko appartient à l'Académie des sciences enfin, de Russie, membre plein, c'est qu'on n'est pas sûr de l'histoire, nous sommes donc au XXIe siècle, au-delà de 1000 ans. Voyez-vous. Bon. Alors il a même dit que le système égyptien était beaucoup plus proche de nous. Alors il a démontré, par des procédés statistiques, que tout ce qu'on appelle l'histoire de Rome, depuis ce qu'on appelle 750 avant Jésus-Christ jusqu'au dernier. Alors on disait autrefois que c'était le dernier soi-disant dit Romulus et Rémus qui était revenu, voyez-vous. Déjà c'est un peu suspect qu'il y a des empereurs à double porter les premiers noms, les mêmes noms que les premiers, que les fondateurs. Était disons, tous les intermédiaires de temps, voyez-vous, entre les événements, les dynasties, tout ceci, entre les 750 jusqu'à Sylla, par exemple, ensuite la chute de la monarchie, la fondation de la République, la naissance de l'Empire, etc., tout ceci était une copie, une projection, voyez-vous, de l'Empire byzantin. C'est-à-dire que l'Antiquité, c'est pas qu'elle n'avait pas existé, mais ce qu'on nous présentait comme Antiquité romaine était une projection, voyez-vous, d'événements ayant eu lieu plus récemment. C'est exactement ça, si je puis dire, le cœur du récentisme. C'est-à-dire que nous avons affaire, comment vous dire, en physique, comme dans un phénomène de physique, à une projection, voyez-vous, d'événements réels, mais que l'on remet, que l'on projette dans un passé, si je puis dire, artificiel. Mais par exemple, dire, la colonne de Trajan, les monuments, on peut analyser, on peut savoir qu'ils existent depuis l'époque. On a trouvé des traces quand même. Bien sûr, on a des traces, mais ces traces sont récentes. C'est-à-dire que pour eux, quand je dis pour eux, pour moi aussi, mais disons que je dis quand même pour eux, je m'efface. Vous avez par exemple la colonne de Trajan, etc., sont des inventions récentes. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas. Bon, je ne sais pas si vous êtes allé à Rome. Je suis allé à Rome, vous vous souvenez peut-être du Forum, par exemple. Voilà, le Colisée, par exemple. Le Colisée, il y avait le Colisée. Bah, oui. Mais prenons le Forum, avant la grandeur du Colisée. Je ne sais pas si vous avez fait ces observations, que vous avez trouvé le Forum assez petit. Non, je m'en souviens plus. Alors, vous avez à côté un grand forum, mais c'est le forum mussolinien, qui est beaucoup plus imposant. Donc, si vous voulez faire un film, prenez le forum mussolinien. Mais si vous voulez faire, disons, avoir un romantisme, disons, vous regardez, le temple de Vesta, etc., qui est très beau. Vous rentrez dans le Sénat romain. Bien sûr, Rome avait des dimensions moindres, mais vous le trouverez assez petit, voyez-vous. Bon, tout ceci, pour le récentisme, voyez-vous, est une création artificielle. Bon, alors vous allez me dire, mais je vois la statue, je vous donne ce qui est le plus facile, la statue comme je voyais dans les murs du métro, la statue d'Auguste, voyez-vous, l'homme qui n'est pas comme moi, j'ai un peu de barbe aujourd'hui, mais qui est parfaitement rasé. Ça veut dire quoi, les Romains n'ont jamais envahi la France, alors? Ah, non. Vous voulez que je vous réponde oui ou non? Moi je veux bien savoir. C'est comme un homme à sa fiancée, dis-moi oui, dis-moi non. C'est ça. Alors là, écoutez, je vous dis non. La campagne de Jules César, la campagne de Vercingétorix, non, là, elle tombe. Oui, parce que... Évidemment qu'elle tombe. Alors, vous allez me dire, avec cela, si vous dites par exemple, essayez de dire comment je vais vous dire, c'est un peu d'ironie, mais l'ironie est vraiment pas voltairienne, mais disons peut-être. Si je vous dis par exemple, si je dis un Bavarois, si je dis un Gabonais, je dis un Gabonais, et je dis un Gabonais, je fais une comparaison, vraiment, parce qu'il y a des racines communes.
Je lui dis pourquoi il y a des racines quand même. Il y a des racines. Allez, voilà. Je lui dis, bah, écoutez, tel événement dans votre histoire n'a pas eu lieu. Est-ce que ça changera véritablement la vie? Non. Ça changera, bien sûr, une conception de la vie, mais la vie aura ses racines. Dans un pays comme la France, dire Vercingétorix, luttant contre César, est véritablement un phénomène que l'on ne peut pas établir. Vous savez déjà qu'on ne peut pas établir le lieu de la bataille d'Alésia. Bien sûr, ni son nom, parce que Vercingétorix, ça veut dire l'homme qui commande sans troupe quelque chose, mais en fait on n'avait pas son vrai nom. En fait, Vercingétorix, c'est un titre un peu... Un titre, alors Jules César, vous allez me dire, mais quand même Jules César, c'est un titre très important. Bah ouais, il y a quand même des bustes partout. Ouais, il y a des bustes partout. Il y a son livre, il nous a laissé une œuvre écrite. Voilà, une œuvre écrite que l'on autrefois nous lisions en 4e, 5e, avec le progrès des lettres, l'esprit humain, on le fait en faculté aujourd'hui. Non mais ça c'est une mauvaise plaisanterie de professeur. Alors, une bonne plaisanterie de professeur plutôt. Eh bien, bien sûr, beaucoup d'auteurs disent que, récentistes, allemands et russes. Alors c'est une invention, c'est quoi? C'est une invention? Non, c'est une invention. Il n'a jamais existé, Jules César. Si, mais la guerre des Gaules est une invention récente, c'est-à-dire c'est un texte qu'on ne trouve pas avant le XVe siècle. Mais les Français dans... Alors, je parle de la guerre des Gaules, également de la guerre civile. Mais on a des des traces archéologiques quand même du passage des Romains, non? Oui, passage des Romains, oui, mais le passage de Jules César, non. Ah, de Jules César, oui. Mais en tout cas, les Romains, ils étaient bien là. Mais s'agit-il véritablement de construction d'un empire romain de l'époque? Là, nous avons des textes, nous avons des thèmes, des constructions. Constructions anciennes, oui, et aussi des constructions récentes. Je donnerai comme... alors, vous avez des œuvres et des constructions. Parmi les œuvres qui sont les plus connues, vous avez tous ces bustes d'empereurs romains. Ouais. Par exemple, la statue équestre de Marc Aurèle, qu'on a trouvée dans une rue de Rome. Je ne sais pas si vous le savez. Bon, comme un peu qui est sorti un peu comme Minerve du cerveau de Jupiter, voyez-vous. Bon, ça c'est une œuvre que nous devons véritablement, nous avons une amie italienne ici, nous devons au génie de l'Italie. Et c'est un grand génie puisque l'Italie était capable de se créer maintenant. C'est une œuvre véritablement de la Renaissance, voyez-vous. Il n'est pas possible, alors là vous avez des récentistes un peu maniaques, évidemment ils vous demandent comment il se fait qu'on puisse trouver des Romains aussi bien rasés. Je dis ça je dis ça, vraiment c'est leur... Ah oui, mais ceci a son importance. Alors non, cette école-là, alors bien sûr, tout le christianisme des premiers siècles, etc., semble être véritablement une projection dans le passé d'événements récents. Alors ceci est vrai pour l'islam. L'islam, là je parle du récentisme russe, de Fomenko, qui est un orthodoxe, chrétien orthodoxe, fait remonter l'islam à peu près, je dis ceci ouvertement, à peu près au XIVe siècle. Au XIVe siècle, c'est-à-dire 700 ans après. 700 ans après. Alors bien sûr, vous avez un récentisme plus focalisé, qui lui, disons, tout en reconnaissant l'Empire romain, etc., c'est avec Illig, I2LIG, qui a une revue qui est assez florissante en Allemagne, et également Heinzohn, qui est le fils d'un sous-marinier célèbre, et qui ensuite, bon, enfin, bref, a été... s'occupe du musée, de la déportation, etc. Mais très allemand, oui, très allemand. Ah oui, il faut voir Heinzohn. Et Heinzohn, je l'écris, on voit à l'écrit. Heinzohn, lui, est allé jusqu'à supprimer, à dire que d'abord la civilisation de Sumer, c'est une projection de la civilisation persane. D'ailleurs, il a fait un livre qui s'appelle Adieu Sumer, voyez-vous. Il a... que je connais peu, je l'ai à la maison, mais je connais peu parce que c'est un livre difficile. Mais Illig, lui, a simplement supprimé, ce que vous aviez dit dans votre introduction, 3 siècles de l'histoire. Il a même supprimé Charlemagne, chez les Français. Il a dit que Charlemagne était une projection de Otto de Germanie, de Othon III de Germanie, si je me trompe. Vous voyez. Ah bon? Et que, par exemple, les monuments attribués à Charlemagne à Aix-la-Chapelle ne sont pas des bâtis de son temps, mais du XIe, XIIe siècle. Vous voyez. Alors là, il s'agit non pas d'un récentisme général, comme celui de Fomenko, qui lui se base sur des notions mathématiques, statistiques, etc. C'est-à-dire que Fomenko, disons en gros, je dis ça, je ne dis pas que c'est les mathématiques pour les nuls, comme on dit, mais c'est un peu ça, il faut quand même commencer ainsi. Il met sur une abscisse ordonnée des événements, il dessine donc une courbe, et s'il voit d'autres événements qui ont les mêmes rapports entre eux, c'est-à-dire si d'autres courbes, voyez-vous, d'événements, recoupe la coupe précédente, alors nous avons affaire au même événement, mais simplement projeté dans un temps différent. Alors il va ainsi, par exemple, à nier
une bonne partie de l'histoire anglaise ancienne. C'est fait remonter l'histoire anglaise à peu près, je crois, au XIIIe, XIVe siècle. Bah alors Guillaume le Conquérant... Oui, alors tout ceci, vous pouvez arrêter. Guillaume le Conquérant, oui, ça c'est beaucoup postérieur. Bah, c'est 1000 et quelques. 1000 et quelques, oui, 1000 et quelques, non. J'ai 1066, je crois. Un grand respect pour Guillaume le Conquérant, pour ce qu'a écrit dans Augustin Thierry. Mais s'il n'a pas existé, Guillaume le Conquérant... C'est-à-dire qu'il a existé quelque chose, il a existé... Mais disons que... Il a existé des événements, mais disons que le grand principe du récentisme russe, c'est de dire qu'un événement a existé, mais n'a pas existé dans le temps qu'on lui assigne. C'est ça qu'il a. Et que cet événement est une projection d'un événement ultérieur. Parce que par exemple, dans le cas de l'invasion de l'Angleterre, ils ont par exemple laissé la langue en héritage. Le français, il y a énormément de mots de français dans l'anglais. Donc c'est la preuve même de la trace de ces francophones. Oui, on peut dire, vous savez, vous avez d'abord la trace du français en Angleterre, vous pouvez leur assigner aussi une origine plus, puisqu'on n'a pas le même, plus récente. Plus récente. Bon. Et ne serait-ce, vous avez d'ailleurs pour parler de la Normandie, mais ça c'est quand même important, la Normandie, la fameuse patrie d'Ardouin, non, c'était Quimper, la fameuse, vous avez la présentation traditionnelle fait de la Normandie un pays de nordique, d'où le nom, homme du Nord, et dans lequel vous avez une prédominance des langues scandinaves. Bah. C'est vrai que vous avez cela, mais ceux qui creusent davantage, je permets de la langue normande, si vous faites une enquête auprès des locaux, enfin de ceux qui étudient le patois normand, vous voyez que la plupart des mots sont saxons. Et ceci va si loin que quand vous aviez les cartes allemandes de la Renaissance, la Mercator par exemple, vous avez la Normandie, avec tout l'empire allemand qui est en vert, et le vert continue jusqu'à la Normandie. Ouais. Et vous avez en effet, ceci est important à savoir, et l'Angleterre aurait été, par exemple pour Johnson, que j'ai étudié, qui est un pasteur, qui est un homme qui voulait être pasteur, mais qui a écrit contre l'exemple de Saint-Paul et autres. Johnson, c'est un John et Son, le même mot. On ne trouve aucune trace de bibliothèque, d'œuvres et de librairies avant le XIVe siècle. Il prétendait même que pour ceux qui connaissent un peu l'Angleterre, l'histoire du christianisme anglais, que des hérétiques, comme Wycliffe et autres, n'avaient pas existé. C'était des hérésies inventées après coup. Et ce qui se produit, c'est que, disons, vous aviez une formule ancienne depuis le philosophe, enfin l'ancien 19e siècle, qui disait nous ignorons, il y a des choses que nous savons, ce que nous connaissons est peu de choses, vous connaissez la formule, ce que nous ignorons est immense. C'est la formule des ressentis. Ce que nous connaissons est relativement limité, et ce que nous prétendons savoir est une projection de cette limite. Mais au-delà, nous ne connaissons rien. Et pourquoi d'ailleurs? Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment ils ont pu changer les dates partout à la fois dans tous les pays, parce que je ne sais pas, par exemple, 1220, ils ont bien gravé des choses dans la pierre, 1220. Donc, il n'y a rien, on n'a jamais rien retrouvé. On n'a jamais, par exemple, vous avez ici, rue du Thor, où nous étions rue à Toulouse, vous avez marqué, je crois, il me semble-t-il, c'est peut-être une erreur, un faux souvenir, il me semble qu'il est marqué sur une église de la rue du Thor, 1526. C'est la date, en effet, de création de l'église. Là, vous l'avez marqué. Alors, vous avez, par exemple, dans ceux qui connaissent la littérature russe, dans les versions anglaises qu'on a données, vous avez, par exemple, ils disent que le mot de 1000, que l'on dit être le premier, le 1, est en réalité un J avec un point, c'est-à-dire 226 après la naissance de Jésus. Et la naissance de Jésus étant pour eux, je ne sais pas si vous connaissez la littérature récentiste, il y aurait la doctrine chrétienne serait faite en plusieurs étapes, et il y a une crucifixion. Moi, je ne crois pas à cette histoire-là que dit Fomenko. Enfin, disons, j'ai des doutes là-dessus. Mais il la donne à Jérusalem, mais il met Jérusalem, non pas aujourd'hui, là où est la Knesset, vous savez, qui a été d'ailleurs est un territoire. La Knesset est une ferme arabe confisquée. Je dis ça, on ne sait pas dans le récentisme. Enfin, disons, c'est dans l'histoire. Oui. Et, ils sont partis, d'ailleurs, ils ne sont pas expulsés. Voilà. Et il situe Jérusalem au-dessus de Constantinople, voyez-vous, dans la ville de Ioros. Ah bon, carrément. Oui, carrément. Et il fait de ce qu'on appelle le fleuve, qu'on appelle le Jourdain, il fait non pas la petite rivière que moi j'ai connue autrefois, qui est une rivière qu'on passe à sec presque, vous voyez, qui faisait rire Voltaire d'ailleurs, parce qu'il disait ça dans un texte, il dit comment c'est ce petit Jourdain. Non, il le met disons, en disant que c'est le détroit du Bosphore, voyez-vous, voilà.
Eh bien, alors il donne des exemples pour les récentistes russes, par exemple, et allemands aussi, beaucoup d'Allemands, en particulier en Suisse, c'est Pfister, la Bible, les évangiles, seraient des textes récents. C'est des textes on dit même, les Russes disent que l'évangile de Saint Jean serait un évangile écrit par Johannes Reuchlin en 1400 et quelques, 1486, etc. Il le démontre par des éclipses qui sont par des configurations du ciel, ce qu'on appelle les horoscopes, au sens horoscope, configuration du ciel. Hein. Horoscope dans le sens où vous l'entendez dans les journaux. Pas chez Elisabeth Tessier, j'ai compris. Est-ce que la copine d'Hollande ira mieux demain? Non, c'est pas ça. C'est ainsi. Et vous avez donc, il a démontré que c'était une constellation qui était un ordre de planètes qui était dans cet ordre-là. Et que le Saint-Jean, c'était le nom de Johannes. Reuchlin, qui était lui-même, vous savez, un peu avant la Réforme, qui aurait été donc hébraïsant, etc. Disons que le christianisme, l'islam et le judaïsme que nous connaissons comme tel, voyez-vous, auraient écrit leurs livres, rédigé leurs livres modernes, voyez-vous, dans les périodes 13e, 14e, 15e siècle. Voilà. Voyez. Et que les évangiles seraient antérieurs, ça c'est l'hypothèse russe, voyez-vous, à l'écriture même de la Bible que vous connaissez. Voyez-vous. Ça c'est une hypothèse évidemment que je mets au compte de Fomenko, mais c'est un peu dans ce sens-là. Il y a donc un récentisme très audacieux, qui, bien sûr, amène, par exemple, à supprimer de faux problèmes. Par exemple, si on dit les Arabes au 7e, 8e, des auteurs arabes au 7e, 8e, 10e, 11e siècle ont traduit Aristote. C'est vrai, oui. C'est vrai, ben c'est vrai. Seulement, ça, et Platon, tenez-vous bien, Patrick, ne tombez pas. C'est très bien. Il ne contestera pas. Moi non plus, d'ailleurs. Mais si vous placez Platon, comme le fait Fomenko, si vous dites que Platon, c'est Pléton, il y a un auteur qu'on appelle Pléton, à Byzance, dans l'Empire grec, qui a écrit des commentaires aux lois de Platon, qui a écrit des lois comme Platon, etc. Il prétend que ce Platon de l'Antiquité n'est autre que Pléton, qui est à l'origine de l'école platonicienne de Florence. Alors, évidemment, s'il est du XIVe siècle, ça signifie que l'arabe, si Platon a écrit dans ce grec-là, non, mais c'est Fomenko qui parle, il est certain qu'un arabe du 11e, 12e, 13e siècle, 11e, 12e siècle qui traduit Aristote, il ne peut pas traduire Aristote s'il n'est pas né, ou Platon s'il n'est pas né. C'est-à-dire que il y a réellement une traduction arabe d'Aristote et de Platon, mais elle est beaucoup plus récente que le 7e, 10e, 8e, 9e siècle, 10e siècle, 11e siècle, 12e siècle. C'est-à-dire que, et de même qu'un homme comme saint Thomas d'Aquin, dont on a parlé de aujourd'hui, qui est un commentateur d'Aristote, il est certain que si, en admettant, c'est ce que disait d'ailleurs Ardouin, que ces auteurs-là, ils prétendaient qu'Aristote était un auteur, justement, qui avait été, qui lui situé au XIIIe siècle, Ardouin. Il est certain que si Aristote est moderne, les commentateurs sont encore plus modernes. Mais ça veut dire que dans les autres pays, on trouve cette trace aussi, je ne sais pas, en Allemagne, au Danemark, dans les autres pays d'Europe. Oui, en effet, oui, bien sûr, on le trouve, oui. Ah oui, sauf que les Allemands et les Nordiques, surtout les Allemands, prétendent que cette répartition, cette diffusion de l'Antiquité et de la culture grecque et latine, surtout latine, a été un moyen pour eux, de diminuer la puissance de la langue allemande, est-ce que vous voulez. Ça, c'était l'idée de Luther. Luther, qui est un très bon latiniste, qui a écrit de très bons discours en latin, puisqu'il avait étudié à Rome, comme vous le savez, avait cette idée également, vous savez que quand même la grande œuvre de Luther, c'est la germanisation de la Bible. Ici, nous avons attendu combien de temps pour avoir la messe en français. Bon, les Allemands avaient été déjà équipés au XVe, XVIe siècle. Le peuple pouvait très bien comprendre ce qu'on disait. Ma grand-mère à la campagne ne comprenait pas ce que disait le prêtre. Elle prenait le latin pour une langue sacrée. Bien sûr. Avec là, une langue intelligible, voyez. Alors, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont douté, par exemple, de cette antiquité de Platon et d'Aristote? Non, on n'en trouve pas, bien sûr, à l'époque classique, naturellement. Mais on trouve en France un nommé Jean de Launois, qui était un censeur gallican, c'est-à-dire un censeur à l'époque de Louis XIV, je crois que c'est Louis XIV, oui, qui était contesté, mais qui avait un très haut poste dans l'université, qui lui-même disait que la somme de saint Thomas d'Aquin n'était pas de saint Thomas d'Aquin, par exemple, était une œuvre collective, voyez.
Le père Ardouin dit la même chose. Il dit que c'est une œuvre, disons, il mettait en doute l'existence aussi dans un texte de saint Thomas d'Aquin comme personne. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, on a quand même des textes et documents. Non, on n'a aucun texte et document. Et ce qui permet de dire, par exemple, vous avez un auteur belge, grand professeur, qui s'appelait, je crois que c'est Eugène ou Émile Dupréel, qui a démontré, je crois que c'est en 1929, j'en parle dans un futur livre sur Nietzsche, il a fait un livre sur Socrate, dans lequel il a démontré que le Socrate dont nous parlons est un personnage fictif, n'ayant pas existé, n'ayant pas été condamné. C'est un personnage, comme on dirait, un personnage littéraire. Ça veut dire quoi, l'Antiquité n'a jamais existé hein? Eh bien, elle a existé, mais nous ne le savons pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est possible que, pour des auteurs comme Platon et Aristote, moi, personnellement, bon, vous savez, je peux dire, mais c'est une opinion de philosophe et d'helléniste, hein, que sur Platon, par exemple, des connaissances scientifiques, je fais appel ici à Albert Rivaux, R-I-V-A-U-D, qui a étudié le Timée de Platon et autres, les connaissances de Platon, il y a Joseph Moreau aussi, qui a été professeur à Bordeaux, l'a dit, les connaissances scientifiques de Platon qui touchent au calcul des probabilités, quand même, bon, sont quand même très en avance sur l'état des mathématiques grecques, mais tout à fait en accord avec ce qu'on connaissait à la dite Renaissance. Est-ce que vous voyez? Oui, mais est-ce qu'il n'a pas pu être en avance? Ah, bien sûr, ça, oui, c'est ce que je croyais jusqu'à présent, c'est ce que je crois toujours grâce à vous, justement, cette croyance, et j'espère que, bien sûr, je maintiendrai, parce que j'ai quand même une croyance d'enfant. Vous savez, on dit d'ailleurs que, je crois que c'est dans le christianisme qu'on dit que, bon, moi je me rapproche davantage, bien sûr, de l'islam, mais dans le christianisme, on dit la même chose, hein. D'ailleurs, dans le christianisme, on dit qu'il faut avoir une âme d'enfant. Alors, dans mon âme d'enfant, jusqu'à sur mon lit de mort et ailleurs, j'aurais toujours l'idée d'un Platon de l'Antiquité. Mais quand même, comme il faut être instruit, c'est quand même un commandement, d'ailleurs, je m'instruis et je trouve que toutes ces querelles, il y a une querelle quand même générale, prenons un peu de recul. On vous dit, je dis ça de façon très générale, quand on vous dit dans le marxisme, oui, l'Antiquité est esclavagiste, etc., nous sommes libérés de cela. Si l'Antiquité telle qu'on nous la présente n'a pas existé comme on nous la présente, peut-on se demander si on ne nous offre pas un visage d'une Antiquité donnée pour mettre en valeur un présent? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne parle pas d'âge sombre, voyez-vous, ou d'âge très éloigné, pour pouvoir en réalité nous donner, disons, une manière d'accepter le présent, en disant nous avons un progrès. Bon, c'est une hypothèse, mais je maintiens que il n'est pas... Alors ça, c'est l'argument récentiste, bon, qui va vous dire, vous interrogerez les Russes là-dessus, ou les Allemands modernes, ils vous diront, ce n'est pas possible que l'Antiquité ait eu un tel éclat, que l'on puisse connaître en détail ce que faisait un tel et un tel, qu'on ait autant de discours, des discours de Démosthène, de discours d'Échine, de discours de tragédie comme Échine ou autre, et que tout d'un coup, on arrive dans un Moyen-Âge qu'on dit assez fleuri, bien sûr, que l'on peut rêver, dont on sait qu'il a produit quelques théologiens, quelques poètes, un certain nombre de poètes. Ces poètes diront, il y a un récentiste, il ne s'appelait pas ainsi, mais qui s'appelle Baldauf, B-A-L-D-A-U-F, qui a écrit à Bâle, vous le trouvez sur Internet, Baldauf, qui dit que des auteurs comme Ovide, des auteurs comme Virgile, qui sont quand même des classiques de la Rome, ont la forme poétique, qui est la forme médiévale. Donc ils les mettaient, ces auteurs-là mettaient ces personnes qu'on appelle du siècle d'Auguste, par exemple, voyez-vous, le mettaient en fin du Moyen-Âge. Et là, il y a eu cette tendance-là, elle est, disons, il y a un récentisme sélectif, voyez-vous, qui admet l'existence d'un empire ancien, d'un empire romain, d'un empire grec, mais prétend qu'on a rempli ça c'est on pourrait dire le récentisme soft, vous voyez, qui remplit parce qu'évidemment il y a des choses absolument impossibles. Je voulais dire, on vous présente par exemple dans les Métamorphoses d'Ovide, dans Platon, comme si vous écoutez nos théologiens, on vous présente soi-disant un polythéisme avec 12 grands dieux, vous savez ceci. Et à chaque fois, dans Platon, dans tous les auteurs, on vous parle de Dieu unique. Alors, comment peut-on à la fois parler d'un Dieu unique et de plusieurs dieux? Bon, c'est certain qu'il y a un Dieu unique, et certainement les 12 grands dieux sont Jupiter. Écoutez, ce n'est peut-être pas un homme, pour les poètes c'est un homme, et pour les anciens,
c'est peut-être une planète, est-ce que vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. De même que Vénus. Il est certain que vous avez par exemple, j'étais au pèlerinage à Mashhad, en Iran, récemment, et j'ai assisté à la fameuse soirée sacrée consacrée à Fatémé, bon, comme vous savez, la fille du prophète. Et je savais aussi, par l'astrologie et par l'astronomie ancienne iranienne que j'ai étudiée en allemand, que Fatémé est également le nom, on l'appelle Fatémé Zahra, Fatémé la brillante, et le nom de Fatémé est également appliqué à la planète Vénus. Voyez, oui. Bon. Alors évidemment, pour les sages, c'est une question intellectuelle. Mais disons, pour l'homme de la nature, quand il regarde le ciel, hein, qu'est-ce qu'il voit, hein? Il voit Jupiter, hein, il voit la fille de Jupiter. Si vous voyez, quand vous voyez en dessous, vous avez Vénus. Bon, quand j'étais jeune, je n'avais pas de télévision, je regardais le ciel, vous voyez. Bon. Eh bien, quelquefois, je regarde le ciel, je me dis, bon, le ciel est-il une projection de la Terre, ou la Terre est-elle une projection du ciel, voyez-vous? De même, en histoire, vous pouvez aussi avoir des projections. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une idolâtrie, si je puis dire, du passé. Je dis que, pourquoi, la conclusion philosophique, pratique, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce que nous disons? Que le passé est incertain. Il a existé, bien sûr. Mais il faut avoir toujours une attitude sceptique. Ne pas attacher sa vie à une représentation du passé. Est-ce que vous voyez? Par exemple, vous avez aujourd'hui dans les groupes musulmans, par exemple, les groupes musulmans que vous connaissez, les takfiristes, les al-Nosra, etc. Vous avez des gens qui, comme autrefois les anabaptistes ou autres, disent nous allons vivre comme à l'époque du prophète, c'est-à-dire que on allons porter une robe, oui, la longue, la sunna. Bon, moi personnellement, disons, bon, je ne sais pas, disons qu'il est certain que pour qu'une âme soit sauvée, on ne va pas lui demander à quel siècle le prophète a vécu, voyez-vous. On ne passe pas, croyez-moi, après la mort, on examine une chronologie. Enfin, je ne sais pas si vous avez au moins le sentiment. Voyez. On a un examen, ce qu'on appelle de conscience, voyez. Bien. On vous demande de rentrer en vous-même. Hein, et si vous êtes très mauvais, on vous dit de ne pas en sortir. C'est ça. Bon, je plaisante. Mais je plaisante, disons, un peu en philosophe, je plaisante un peu, disons, enfin, comme je fais dans mes classes de philosophie. Je crois que à s'attacher à une image du passé, et croire que cette image du passé est plus réelle que notre présent, c'est une erreur qui peut aveugler l'homme d'aujourd'hui, voyez-vous. Je pense qu'il faut avoir un scepticisme historique et un dogmatisme un peu moral, voyez-vous. C'est-à-dire, elle s'attachait plus à un devoir présent, voyez, plutôt que de transférer les certitudes dans le passé. Le passé est un peu comme une mer, voyez-vous, une mer, la mer est agitée, elle nous a portés, et quand nous sommes sur le rivage, c'est un poète latin qui l'a dit, nous sommes heureux d'être sur le rivage, et nous admirons les flots de la mer qui nous ont portés. Ça, c'est le passé. Alors, vous allez me dire, mais quand même, vous dites ceci, vous avez raison de douter de telle et telle chose, mais nous avons, là c'est la réponse récentiste, quand même des instruments scientifiques. Beaucoup de gens chez nous, non, bon, bien sûr, les écoles de sciences, les lycées scientifiques, nous avons le bon... comment dirais-je, le carbone 14, vous voyez, tout ça. Alors le pauvre carbone 14, je lui souhaite de bonne chance, mais disons qu'il a été écrasé par l'armée récentiste. Oui, c'est-à-dire les Allemands là-dessus ont été ont écrit de bonnes choses sur l'incapacité pour le carbone 14, d'abord de dater au-delà de 1000 ans, et disons, selon les conditions, selon, il y a eu des expériences contradictoires, non, on ne peut pas s'y fier. Vous avez maintenant les monnaies, et c'est autre chose, mais les monnaies, à mon avis, ne sont pas suffisantes parce que vous avez énormément de faux. Bon, je pourrais polémiquer. Bon, vous savez, écoutez, est-ce que vous me permettez de polémiquer ou non? Allons-y, polémiquons un peu. Allez. Alors, écoutez, bon, je donne, je ne sais pas, j'aimerais beaucoup, et pour les gens eux-mêmes qui sont là-bas, j'aimerais beaucoup qu'on me ramène de la ville d'Al-Qod, de Jérusalem. Je ne parle pas de Yoros, hein, mais je parle de Jérusalem. On l'appelle Jérusalem aujourd'hui. J'aimerais qu'on me ramène quand même quelques antiquités, puisque les gens disent qu'ils sont là depuis très longtemps, ceux qui sont plus longtemps que ceux qui sont plus vrais que le vrai, vous voyez. Bon. Et ils disent que amenez-moi quelques détails, je sais pas. Vous parlez de Salomon. Bon, bien sûr, pour les Russes, Salomon, c'est Soliman le Magnifique. Bon, bien sûr, c'est Soliman. Et que le temple de Salomon, c'est Sainte-Sophie, à Constantinople, Hagia Sophia. Bon. Bien, d'accord. Ça, j'admets. Bon, j'admets. C'est mon opinion aussi, mais disons que, bon, mais c'est mon opinion privée, ça n'engage personne, d'autres. Mais pourquoi ne sortons pas cette antiquité, quand même, ne peut-on pas exhumer, quand même, des preuves matérielles, qui nous montreraient qu'il y a une antiquité réelle?
On me dit qu'il y a quand même des villas romaines. On nous présente ça comme des villas romaines. Oui, romaines de quelle époque? J'ai connu Gérach en Jordanie, bien sûr, vous avez des villes romaines, vous avez même le Poutalégou un peu là-dedans, vous savez, une sorte. Bien sûr, mais en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, vous avez en Libye, Volubilis, tout ça. Alors, voilà. tout ceci, Volubilis, tout ça. Oui, ça dit l'existence de Rome, voyez-vous, l'existence d'un empire romain, d'un empire qui a porté cette force. Est-ce qu'il s'agit véritablement de l'empire tel qu'il a été décrit? Là, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous avez une première certitude, comme Baalbek, par exemple. Baalbek au Liban, oui. Moi, personnellement, je pense que Baalbek au Liban appartient à une civilisation qui n'est pas la civilisation romaine ni grecque. Une civilisation qui est disparue, qui avait de très fortes capacités techniques, on le voit d'après l'arrangement, vous l'avez vu. Voilà, avec les pierres de 1400 tonnes qui forment. Bon, on ne peut pas le déplacer. Oui. Vous avez également la même observation sur les pyramides égyptiennes. Mais là, etc. ça veut dire, là, je me fais toujours l'avocat du diable, ça pourrait dire qu'on nous a menti sur justement le passé qui précède, je veux dire, cette période-là, cette antiquité, sans forcément toucher au calendrier présent. Puisqu'après tout, il peut y avoir eu justement une histoire de l'humanité qui commence bien plus tard que ce qu'on voudrait nous faire croire, non? Oui, c'est-à-dire, oui, mais alors, entre-temps, nous avons, les ressentistes, vous direz, un peu toute la... comment vous dire, la sphère ressentie, la nébuleuse, qui serait certains ressentistes, en particulier avec Gabovitz, qui vient de mourir maintenant, vous direz que ces temps ont existé. Évidemment que ces temps ont existé. Nous ne sommes pas nés au XIIIe siècle, au XIVe siècle. Mais bon, je n'ai pas parlé, bien sûr, de la création de l'an 1, de l'an 0, etc., enfin, la formation de l'an 0, la naissance du Christ, etc., qui a été disputée. Je pense que le Christ, je dis ouvertement, mon opinion, pour ça, il y a une réalité, une personne du Christ, une personne qui s'appelle Jésus-Christ, mais qui n'est pas du tout celle qu'on lit dans l'histoire. Je dis ça d'après le nom. Mais le nom, je le tire, ça j'étais inspiré un peu par Leibniz, le philosophe allemand, qui a écrit, en français d'ailleurs, les nouveaux essais sur l'entendement humain, disant qu'il y a une langue originelle. Et je pense qu'il y a des personnages, disons, que l'on connaît par, il le dit lui-même, qu'on connaît par réputation. Il est possible qu'il y ait un personnage ou une personne ou une force divine qui ait existé, voyez-vous, et que nous connaissions, disons, par tradition. Ça, c'est autre chose. Il est possible de penser à cela. Même certains ont dit que le nom du prophète de l'islam n'était pas un patronyme, mais une qualité attribuée divine, signifiant la grandeur, ou la double excellence. Le Mahamed étant le premier Maha dans Méga, etc. Bon, mais je pense que les ressentistes vous introduisent quand même un facteur vraisemblable pour reconstituer le passé, qui est le facteur du cataclysme. Ça, il faut le dire. Bien sûr, le premier qui en a parlé, vous connaissez certainement, les auditeurs connaissent beaucoup, certains Velikovski ou autre, Velikovski a écrit Le Monde en collision. Bon, c'était un homme qui a dit beaucoup de choses vraies, beaucoup de choses fausses, mais qui a été en même temps un homme assez audacieux. Et il y a, par exemple, les ressentistes vous diraient qu'il y a eu au XIIe, XIIIe siècle, c'est François de Sales le dit en France, de cela dire, il y a eu un cataclysme qui aurait effacé, bien sûr, une grande partie de l'histoire et qui aurait, disons, achevé, lui, il croit à l'Empire romain. C'est-à-dire qu'on serait passé, disons, directement de l'Empire romain à la fin de la Renaissance. C'est-à-dire que les débuts du Moyen-Âge seraient fictifs. Voyez-vous ? C'est-à-dire l'époque des Mérovingiens. D'ailleurs, dans ce que j'ai dit en lisant le Père Ardouin, j'ai lu à Poitiers, je me rappelle, pour ce qui est des Mérovingiens, il dit nullum documentum. Nous n'avons aucune pièce. Bon, c'est quand même beau. C'était dit en 4 mots, voyez-vous. En 4 mots, nous n'avons aucune pièce. Et j'ai cité, vous vous souvenez, dans cette cassette, j'ai cité un père jésuite qui était de l'école du Père Ardouin, car il a eu de nombreux émules. Je crois que c'est le père Germont, qui avait dit qu'il s'étonnait qu'à Saint-Denis, par exemple, au fur et à mesure que les siècles passaient, on découvrait des documents. C'est-à-dire que les documents des premiers siècles, voyez-vous, se multipliaient au fur et à mesure que les siècles passaient. Bon, évidemment, c'est comme si moi je multipliais mes actes de naissance, voyez. Voyez, je suis pas né je suis en 41, puis il y en a qui je suis en 42, puis je suis en 43, je suis en 44. Bon, alors on dirait il y a plusieurs ortigués, voyez-vous. Voilà. Et donc c'est une famille nombreuse, voilà. Non. Ça, c'est une thèse qui, je crois que la thèse de Fomenko et d'autres, évidemment, elle est toujours forte. Le ressentisme est fort. Je dis ceci pour ceux qui ne sont pas ressentistes ou qui sont opposés. Oui. En France, on est opposé assez vite. C'est comme, on dit que c'est le pays des coups de foudre, n'est-ce pas? Vous avez des coups de foudre et puis les relations
les liaisons ne durent pas très longtemps, mais disons que le début est très vif. Les Français sont toujours chauds dans les commencements. Hein. C'est le début du faux testament de Richelieu. Voilà. Eh bien, je crois que l'hypothèse donc de que le ressentisme est fort dans ce qu'il dénonce, mais évidemment est très faible dans ce qu'il construit. Parce qu'on peut très bien démontrer que, par exemple, tel personnage historique a été répété plusieurs fois. Que, par exemple, la vie de Saint Basile, par exemple, c'est un nom très connu, vous savez, Basile signifiant le roi, Saint Basile, qui est quand même important de la chrétienté, est une imitation de la vie de Jésus-Christ. Bon. Oui, c'est vrai, quand je l'ai appris, que j'ai regardé bien, la vie de Saint Basile, j'ai vu que c'était effectivement... mais je ne m'intéressais pas précisément à sa biographie. Alors, je me rappelle de ce que disait Salim Laïbi, vous savez, quand un homme est spécialisé aujourd'hui dans une affaire, il étudie sa spécialité toute sa vie, voyez. Et il ne regarde pas, il n'a pas un champ très vaste. Il est obligé de, quand on est spécialiste, on suppose un état général. Voyez-vous, comme vous travaillez une pièce d'une maison, supposez que l'ensemble de la maison existe, simplement votre attention est attirée principalement par tel détail. Mais le détail suppose l'ensemble. Et alors ça, justement, fait que beaucoup de gens disent, évidemment, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sur les Mérovingiens, j'ai un camarade qui l'a fait, qui est même passé sur la grille d'histoire sur les Mérovingiens, je me rappelle à l'époque, il avait fait un très beau discours, je pourrais citer son nom, sur l'agriculture chez les Mérovingiens. Bien sûr qu'il y avait une agriculture, autant supposer les Mérovingiens. Mais évidemment, je crois qu'il n'aurait pas accepté l'attitude du père Ardouin. Il y avait des documents, mais ces documents, les Allemands l'ont dit, je l'ai dit dans ma conférence, beaucoup d'Allemands, surtout l'ont dit dans des conférences au XXe siècle. Je me rappelle d'une conférence que j'ai citée, où on disait, dans les années 70-80, entre 60, mettons, cher Patrick, 60% des documents médiévaux que nous avons sont faux. Voyez, vous allez me dire, il y a quand même 40%, il y a quand même 60% qui sont bons. Alors, les Allemands, vous savez, ont toujours une certaine rivalité avec les Polonais, dans l'histoire. Alors, ils s'amusent, les restantistes, à dire que toute la série des évêques polonais du Xe siècle jusqu'à présent est archi-fausse. Bien. Alors ceci, bien sûr, tant qu'on parle des Polonais, ça va. Par exemple, que des gestes comme l'humiliation de l'empereur Henri, je crois que c'est Henri IV, oui, empereur allemand Henri IV, à Canossa, qui dans la neige se serait agenouillé devant le pape. Oui. Bon, tout ceci, c'est faux. Bon, tout ceci est évidemment fictif. Je le crois aussi. Je crois que c'est une légende. Maintenant, qu'il y ait eu, bien sûr, le fait de dire que nous ne connaissons pas le passé, devrait nous faire aussi craindre l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous avons de la difficulté à pénétrer le passé? En lisant la littérature récentiste, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de récentistes allemands qui étaient des biographes, c'est-à-dire de biographes de famille, qui ne pouvaient pas remonter au-delà du XIIIe siècle, très souvent. Voyez. J'ai vu des familles, dans le centre de la France, une fille qui s'appelle Wagner, je crois que c'est Erika Wagner, qui le disait sur Internet, qu'elle avait des difficultés, même une impossibilité. On va devoir conclure, parce que l'heure avance depuis tout à l'heure. Préparons-nous à dormir aussi, oui, mon cher Patrick. Alors, est-ce que vous avez une dernière question? Moi, une dernière question, c'est que justement, en gros, c'est une remise quand même en cause de quasiment toute notre histoire. Oui, oui, pas seulement de Jeanne d'Arc, bien sûr. Donc c'est le début d'un mouvement, j'ai envie de dire. Oui, c'est le début d'un mouvement, en effet, qui, à mon avis, se déclenchera, surtout si nous connaissons des événements très durs. Si, par exemple, nous subissons des cataclysmes, comme nous sommes à la veille d'en subir. Hein. Je dis ça à un homme de mon âge, et je peux dire, je crois que c'est le devoir des hommes de ma génération, de dire, qui ont connu plusieurs étapes, de dire que nous vivons une situation très dangereuse. Hein. Bien sûr, on a préparé les générations actuelles à cela, parce qu'on les fait vivre dans un petit futur. Hein. Ouais. Donc, elles ne voient pas le danger. Comme si vous conduisiez sans avoir une vue de la route, vraiment. Et je pense que s'il y a un choc, le récentisme sera appelé à jouer un rôle. Parce que un jour, je pense que nous verrons beaucoup de certitudes qui, historiques, voyez-vous, seront ébranlées et qu'il y aura une réaction. Je crois que quand même le récentisme va fleurir encore parce qu'il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Ils travaillent beaucoup en Allemagne. La France, de ce point de vue, est complètement éliminée. Parce que l'emprise idéologique est trop forte. Je crois que les Russes, peut-être, n'auront pas toujours le même essor que sous Fomenko,
Mais je prétends que j'ai vu en Iran même des gens travailler cette question-là, mettre en cause certains événements de leur propre passé. Je ne parle pas musulman, mais persan, voyez-vous. Parce que le ressentisme s'étend à la Perse, évidemment. Oui, il est certain que, je vais donner un dernier exemple, c'est le comte Gobineau qui me l'avait dit, qui m'avait appris, si je puis dire, en lisant l'histoire des Perses. Bon, je fais partie de ceux qui ne croient pas à l'incendie de Persépolis par Alexandre. Bon. Vous savez qu'Alexandre, je voudrais terminer là-dessus, sur une interrogation sacrée, si je puis dire. Vous avez dans le Coran, Alexandre n'est pas cité, mais on parle de Don Carneille, l'homme aux 2 cornes, vous savez. Et dans le ressentisme russe, par exemple, où l'on fait de Gengis Khan le portrait de Saint-Georges, vous voyez, c'est déjà beaucoup. On ne croit pas, vous savez, à l'invasion mongole, tout cela. Tout ceci est à l'empire tartare, voyez-vous. On parle d'une Tartarie, mais on parle d'un grand empire russe qui allait jusqu'en Californie, vous savez, ceci, à la Californie. Donc, dans le ressentisme russe, on parle justement de la Perse, on parle de ses États, on parle de Bagdad, on parle de ce qu'on appelle l'administration mongole, ne serait qu'une partie de l'administration de ce grand État russe dans l'Irak actuel. Bon, dans le ressentisme russe, et je parle du Coran là, on parle d'Alexandre le Grand comme ayant été un personnage, une sorte de prophète, d'homme presque surhumain, voyez-vous, qui aurait unifié des croyances. Alors pour le ressentisme russe, le véritable créateur de l'islam, ça c'est pas moi qui parle, c'est Fomenko, serait l'homme auquel on a attribué justement l'empire d'Alexandre le Grand. Car j'ai connu l'islam surtout persan et arabe, et je dois dire que cette religion n'a pu naître que dans un État fortement constitué, voyez-vous, militairement constitué. Ceci se voit d'après la doctrine elle-même qui est émise. C'est une doctrine un peu guerrière, voyez-vous. Elle suppose donc un État déjà très fort derrière. Le christianisme suppose aussi, disons, un État très fort. Quand Jésus dit « rendez à César ce qui est à César », évidemment, Fomenko ne voit pas César, le fameux César de la guerre des Gaules, non, il voit le tsar lui-même, voyez-vous. C'est-à-dire, il fait du Christ un russe. Il voit à travers le Christ, je crois, l'empereur Andronikos, un des portraits de l'empereur Andronikos, voyez. Bien. Alors, tout ceci donc fait que, certainement que le ressentisme surprendra les gens, mais il pourra surprendre également ceux qui lisent les livres sacrés. Ils pourront peut-être être vus d'une autre manière. Mais quant à ceux qui sont surpris par l'histoire, je leur dirai un mot de Voltaire. C'est que le propre des livres sacrés, c'est d'apprendre la morale et non pas la physique. Est-ce que vous voyez? Et je crois que c'est là-dessus que je terminerai. C'est une certaine manière de laisser partir notre cher animal ressentiste, voyez-vous, et puis quand même de le faire revenir peut-être un jour. Et grâce à vous, Patrick, et je vous en remercie. Merci Pierre, en tout cas vous êtes le bienvenu. Je vous en prie. Merci beaucoup. Salut à tous les métanotes, c'était Pierre de Raciguet. Merci beaucoup. C'est vraiment sympathique.